Merci, chers amis. Merci, Gabriel. Merci, Alter Capitae, pour l'organisation de cette belle après-midi. Et un salut confraternel, donc, pour avoir bien voulu représenter ici la Fondation de l'écologie politique. Alors, on va parler de questions de société, on va parler de questions d'avenir. Je ne suis ni futurologue, ni sociologue, mais dès qu'on se frotte un peu aux questions de politique nationale ou internationale, dès qu'on se frotte un peu aux questions techniques et technologiques, on se retrouve avec ces sujets-là. Au milieu de toutes les incertitudes sur l'avenir, une grande certitude, c'est justement la façon dont le monde émergent est incertain et en accélération. C'est un thème qui a été abordé par plein d'auteurs. Par exemple, dans le dernier récent ouvrage de Thomas Gomard sur l'accélération du monde, décrivant à travers un tableau de situation géopolitique actuelle l'enchevêtrement de trois grands brins d'instabilité qui sont l'un le brin technologique, l'autre le brin géopolitique et le troisième le brin technologique. Environnement, technologie, géopolitique. Tous trois formant une spirale d'interaction constructive déstabilisante. Et associé à des imaginaires, associé à des discours, associé à des visions, et une dystopie très claire du côté environnemental, qui est la planète juste invivable, la catastrophe, l'anéantissement écologique, parce que la fameuse transition écologique, ouais, dans l'excellent exposé qui vient de se passer, il y avait l'article qui était cité, qui montre que la transition, pour l'instant, à l'échelle mondiale en tout cas, elle n'a juste pas lieu. Et une dystopie très claire qui se dégage d'études écologique et environnementale. Autre dystopie qui se dégage tout naturellement de l'évolution géopolitique du monde, qui est le spectre de la guerre mondiale. Et puis du côté technologique, plus compliqué. Un mélange d'utopie et de dystopie, que certains d'ailleurs sont experts à manier simultanément, comme ce fou furieux d'Elon Musk, vous promettant d'une main que l'intelligence artificielle va anéantir l'humanité, de l'autre main qu'elle va faire de nous des demi-dieux avec des robots qui font tout le boulot et des machines qui pensent à notre place, et concluant qu'il faut lui donner des milliards à foison pour ses projets. Et il y a un truc qui est clair là-dedans. Hélas, la dystopie planant sur nous de la catastrophe environnementale a été bien moins efficace que la dystopie géopolitique et l'utopie-dystopie technologique pour attirer les capitaux. Suffit de voir les courbes des budgets d'armement dans le monde aujourd'hui en augmentation exponentielle. Suffit de voir les budgets du numérique dans le monde. Ça se compte en milliers de milliards et c'est en train d'augmenter encore en flèche, là où pour la transition écologique, c'est quelque chose comme 10 fois moins. Et justement, le fait que ce soit dans cet ordre-là, un facteur 10 entre l'investissement sur la technologie et l'investissement sur les questions environnementales fait partie du problème. Alors, dans ce sujet-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur la question de l'emploi? On pourrait a priori penser dans une question ou dans un sujet où les spectres qui planent sur nous, c'est la guerre totale et l'anéantissement du monde, la question de l'emploi est peut-être pas si vitale. Pourtant, c'est une question qui revient sans arrêt et du temps que j'étais chargé de mission pour le gouvernement pour l'intelligence artificielle, vous pouvez voir que c'était peut-être le sujet qui provoquait colloque après colloque le plus d'inquiétude. Je dirais dans les colloques un temps soit peu sérieux, pas ceux où on vous parle, les endroits où on vous parle d'intelligence artificielle qui d'un coup décide de prendre son autonomie, d'anéantir l'humanité et ainsi de suite. Et sur ces questions de futur de l'emploi, que d'incertitudes. Excellent moyen de se ridiculiser durablement que de faire une prédiction sur l'évolution des emplois à moyen ou long terme. Certains grands esprits s'y sont frottés. Il y a à peu près un siècle, Jean Perrin, qui était ici en France, le scientifique le plus célèbre, le plus reconnu, le plus associé à la notion de progrès et proche du Front populaire, anticipait que viendrait à l'échelle d'un siècle à peu près un monde sans travail, un monde sans agriculture même. La chimie résoudrait tous nos problèmes et un monde dans lequel nous serions libérés du fardeau du travail et pourrions consacrer notre temps à nous instruire. Alors il voyait ça comme une utopie. À peu près à la même époque, Keynes, lui aussi envisageait à l'échelle d'un siècle un monde sans travail, 15 heures de travail par semaine, le voyait plutôt avec inquiétude parce qu'il pensait que l'humanité désœuvrée se transformerait en, je ne sais pas, dans un comportement byzantin ou des addictions, se perdrait dans le jeu et qui sait quoi. Donc il voyait plutôt ça avec inquiétude. Mais en tout cas, l'un comme l'autre voyait venir ce monde dans lequel les progrès des sciences et de la technique
aurait fin du travail. On est un siècle plus tard et on voit que ça bosse toujours. La réduction du travail a eu lieu incontestablement, mais pas du tout à l'ampleur qu'imaginaient ces prophètes de l'époque et qui a une tendance à l'augmentation un peu partout. Il y a plus près de nous eu plein d'études à l'arrivée de la numérisation pour prédire l'avenir du travail. La plus célèbre, sans conteste, est celle de Frey Osborne, 2013, qui vous prédisait la disparition ou les menaces sur 47% des emplois américains et 37% des emplois en Grande-Bretagne à échéance de 10 ou 20 ans. Et c'est une prédiction qu'ils ont faite il y a 10 ans. Il s'est passé bien des bouleversements, mais à coup sûr, quelle que soit la définition qu'on donne au pourcentage d'emplois, il n'y a pas eu 47% d'emplois qui ont disparu aux États-Unis. Et il y en a un paquet de ces prophéties et de ces études, encore maintenant réalisées par de grands cabinets de conseil. En 2018, tenez juste une pour la route, Dell et l'Institut pour le futur nous expliquaient que d'ici à 2030, 85% des emplois de 2030 n'existaient pas encore. On était en 2018, 2030 on n'y est pas encore, mais on peut regarder les offres d'emploi, les choses comme ça, on ne va pas me faire croire que 80% des métiers pour lesquels les offres d'emploi sont des métiers qui n'existaient pas encore à l'époque. L'économiste Philippe Askenazy a fait dans différents articles des revues de toutes ces prédictions, montrant à quel point elles étaient fausses, montrant à quel point c'était impossible d'avoir de telles prédictions sur le changement technique que la technique pourrait amener. Quelques facteurs qu'on peut recenser qui rendent les prédictions difficiles. D'abord, la chose bien connue, une technique nouvelle correspond à une tâche. Un emploi, d'habitude, c'est bien plus qu'une tâche. Ça peut être bien des tâches ou ça peut être, par exemple, le simple fait d'être un gage de responsabilité par rapport au fait que telle ou telle chose se passe. Un médecin, par définition, c'est un humain qui prend soin de votre santé et à qui vous confiez votre état de santé. Quelles que soient toutes les techniques auxquelles il ou elle a recours, vous avez besoin de cette référence. Et c'est peut-être encore plus important que le simple fait de la technique. Autre facteur, c'est la capacité des systèmes à créer des emplois. C'était les célèbres ouvrages de David Graeber, Bullshit Jobs, avec toute cette classification qu'il avait tenté de nouveaux emplois qui se créent, des emplois de larbin, comme il est dit, de porte-flingues, de petits contremaîtres, de cocheurs de cases, de réparateurs, ou qui sait quoi, toutes sortes d'emplois que crée le système pour conserver ses rentes, pour conserver les tailles d'économie, etc., etc., ou dans une perspective d'économie qui se reproduit. Autre facteur bien connu et dont on parle régulièrement dans les questions écologiques, effet rebond. Vous croyez gagner du temps sur une certaine tâche et il y a d'autres tâches qui se créent par le simple fait que vous avez amené telle technique et ainsi de suite. Paradoxe bien connu sur lequel on passe toujours autant de temps dans les transports qu'il y a un siècle alors que la vitesse des transports a augmenté. Paradoxe bien connu qui fait qu'on passe beaucoup plus de temps aujourd'hui à communiquer entre nous alors que la vitesse de moyens de communication a augmenté phénoménalement et ainsi de suite. On l'a tous connu dans nos boulots respectifs. Je l'ai vu en tant que professeur d'université, conférencier invité. Il y a eu une époque où vous prépariez votre conférence au tableau, allez, 1 heure pour réfléchir à ce que vous allez dire. Et puis l'époque où vous faisiez des beaux exposés bien léchés sur ordinateur, il vous faut 10 heures pour préparer le même exposé. À la fin, très très beau, mais il vous prend beaucoup plus de temps. Paradoxe aussi qui se passe si vous avez tous les acteurs d'une même économie qui s'équipent de la même technologie et que vous restez en concurrence, et bien évidemment, vous n'allez pas gagner davantage si le gâteau initial est limité, que vous êtes tous en compétition les uns pour les autres. On sait ce que disait Solow dans les années 80. Comment ça se fait qu'on voit l'informatique partout, mais pas dans la gain de productivité? Plein d'explications ont été données, mais si on s'intéresse, ce que ne croyait pas Solow, si on croit que l'économie est en grande partie dépendante des ressources matérielles, si vous êtes en compétition pour le même gâteau matériel, que vous équipez une super techno, mais que tous vos concurrents le font aussi, vous allez tous les uns les autres dépenser plus de temps à équiper la techno, plus d'argent pour nous équiper, mais la taille du gâteau sera toujours la même. Ou bien la techno, elle va entraîner un effet secondaire qui vous demandera une autre techno. Effet bien connu aussi, Ivan Illich en parle et d'autres. Tout un petit exemple, la numérisation, bien efficace dans bien des cas, mais attention, la sécurité, c'est un cauchemar. Guillaume Poupard, l'ancien directeur de l'ANSES, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, estime que l'entreprise moyenne devrait consacrer pour sa cybersécurité à peu près 5% de son chiffre d'affaires à la sécurité. Qui, dans quelle entreprise ou institution, dans un contexte de compétition considérable, va consacrer 5%
de la quantité d'argent qui est sur la table pour sa cybersécurité. C'est monstrueux. Et on voit ce qui arrive avec les hôpitaux hackés régulièrement, ou même la glorieuse université Paris-Saclay qui s'est retrouvée complètement down, si vous me permettez l'anglicisme, avec des mois de communication email perdus et ainsi de suite. Et donc vous avez ces effets comme ça qui s'accumulent. Et puis, ajouter à ça les questions structurelles, les questions culturelles qui viennent avec l'organisation du travail. Parfois la ludification, l'addiction, le perfectionnisme ou tout ce que vous voulez. Et puis des questions débattues et délicates. Exemple, prenez un sujet qui a animé les économistes, qui les anime encore maintenant, le lien entre automatisation et le nombre d'emplois. Raisonnement numéro 1, le plus simple, si vous automatisez, ça va réduire les emplois et donc une entreprise qui automatise, qui investit dans de l'algorithmique, dans de la robotisation, va voir le nombre de ses employés décroître. Raisonnement numéro 2, dans une économie en compétition, l'automatisation peut vous apporter un gain de performance qui va vous permettre d'accroître votre part de marché, qui va vous permettre d'embaucher davantage. Jusqu'à tout récemment, vous trouvez des économistes défendant le point de vue numéro 1 et le point de vue numéro 2. En 2020, une étude qui prend les choses mathématiquement parlant, si je puis dire, Aguillon, Antonin, Bunel, Jaravel, analyse 10 ans de microdonnées sur automatisation et emploi et en cherchant bien à démêler qu'est-ce qui est de l'ordre de la corrélation, qu'est-ce qui est de l'ordre de la conséquence, la cause et de la conséquence, en regardant bien les séries temporelles et ainsi de suite. Et conclut que ce soit à l'échelle de l'usine, ou à l'échelle d'une entreprise, ou à l'échelle d'un secteur entier d'un pays, si c'est un secteur en compétition internationale, l'automatisation est corrélée positivement avec le nombre d'embauches. Et de façon significative. Les entreprises qui, entre 1994 et 2015, en tout cas, cette période, ont automatisé, statistiquement, ont embauché davantage que les autres. Effet pas intuitif, mais on sait bien, dès qu'on est en macroéconomie, ou ici dans l'interface entre micro et macro, il y a plein de choses qui ne sont pas intuitives. Ajoutez à ça, bien sûr, qu'il y a des questions d'adoption. Exemple, il y a la technologie. Il y a eu une époque où c'était considéré comme complètement ridicule de se balader dans la rue avec des écouteurs dans les oreilles. Aujourd'hui, c'est un fait acquis. Le matin, dans le métro, vous en avez partout autour de vous, certainement dans cette salle. Et il n'y a pas de mal à ça, mais c'est un fait culturel. À un moment, c'est impossible, à un autre, ça l'est. Que les gens se posent des questions sur les lunettes. Et vous en avez les uns qui sont persuadés que ça n'arrivera jamais, le moment pour des questions biologiques, le moment où les lunettes intelligentes et tout ça seront socialement admises, et d'autres qui disent qu'au contraire, ça viendra. Et c'est l'histoire qui tranchera, j'ai envie de dire. Alors, avec toutes ces incertitudes, ajoutez-en d'autres, bien sûr, connus sur les effets de la technologisation. Et il n'y a pas longtemps, j'entendais Joseph Stiglitz défendre un point de vue qui ressemblait dans certains égards à ce qu'on entend dans l'exposé précédent, disant globalement, l'économie numérique, du point de vue économique, a surtout apporté de nouvelles formes d'exploitation. Nouvelles formes d'exploitation dans la répartition du travail entre le Nord et le Sud, nouvelles formes d'exploitation dans les rapports entre entreprises et consommation, avec en particulier le succès extraordinaire des publicités ciblées pour convaincre les gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Et le point de vue défendu était un peu extrême et bousculant, peut-être comme souvent avec Stiglitz, mais en grande partie, c'est un point de vue qui se défend. Alors, dans ce monde qui est plein d'incertitudes, qu'est-ce qu'on peut apporter comme certitude? Très dur d'avoir des certitudes si on part de l'angle du travail, des habitudes et des techniques. En revanche, beaucoup plus facile de trouver quelques certitudes si on part de l'angle écologique, environnemental, physique, avec un gros avantage. Les lois de la physique, les lois de la biologie, elles sont comme elles sont, elles ne bougent pas. Les cultures, les comportements des uns et des autres, ça c'est mouvant. Les lois de la physique, ça c'est du solide. Première certitude, et il suffit de voir les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES, les rapports des uns des autres. Il est indispensable de faire décroître la production et la consommation d'un grand nombre de choses. On peut débattre sur décroissance en tant que projet global, mais il n'y a aucun débat sur le fait qu'on a besoin de produire moins de ciment, avoir moins de voyages, consommer moins de viande, fléau mondial responsable de 80% de la déforestation de monde, etc. Même le Parti communiste français, qui ne passe pas pour être un organe décroissant, globalement,
dans son plan de décarbonisation, table sur des voyages réduits, de la consommation de viande réduite, de la construction de logements réduits, etc. Parce que les gens qui ont bossé sur ce plan, ils ont été formés en physique et ils voient bien qu'il y a des impossibilités matérielles à vouloir continuer tel que c'est, sans dépasser les frontières planétaires. Deuxième, et alors attention, oui, et alors cette décroissance, c'est pas la technique qui va vous l'apporter. Au contraire, ça incite à consommer, ça incite à produire, etc. C'est une décision politique et de société. Deuxièmement, besoin... Ah oui, pardon. Petit point important. Décroissance de la production ne veut pas dire forcément décroissance du travail. Parce que, décroissance production et pollution ne veut pas forcément dire décroissance du travail. Prendre l'exemple le plus évident, l'agriculture, le fait de s'interdire le recours à juste titre au pétrole, au carbone, aux hydrocarbures, le fait à juste titre de s'interdire le recours à la mécanisation à tout va et le recours aux intrants à tout va, hein, des pesticides, des herbicides, tout ce que vous voulez, tout cela à juste titre et motivé par tant de rapports que vous voulez, implique une augmentation du travail manuel. C'est quasiment mécanique. Et qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le moins, ça c'est un autre débat. Mais sur ces catégories, le fait qu'il y a des secteurs et des pratiques qui doivent croître et d'autres décroître, il n'y a pas photo. Alain Lipietz m'a filé cette formule. On parle d'empreinte écologique. Le moyen le plus simple pour décroître son empreinte, c'est de tenter de s'envoler en battant des ailes. Évidemment, c'est un effort considérable. Et c'est bien plus facile de s'envoler, ça demande bien moins d'efforts de s'envoler en puisant dans les hydrocarbures que de le faire à la force du poignet. Deuxième certitude, besoin indispensable de faire décroître les inégalités. Inégalités dans la répartition du travail, avec tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui de toutes sortes de gens qui se trouvent soit sur le carreau, soit qui ont peur de se retrouver sur le carreau et qui voient les évolutions technologiques, géopolitiques avec beaucoup d'angoisse, mais aussi tout ce qu'on peut voir aujourd'hui de souffrance et de biais qu'il y a dans la société par rapport à ça. Et c'est pas la technique qui va apporter ça spontanément. Du temps que je bossais sur la mission IA, un ministre d'un pays asiatique m'avait dit la phrase terrible « Artificial intelligence is the greatest inequalizer ever », la plus grande source d'inégalité qu'on ait jamais fabriquée. Et ça se comprend. Ça vient automatiquement mettre en avant ce qui est le plus efficace, le meilleur modèle. La force va à la force de ceux qui ont les plus grandes bases de données, les plus grands moyens de calcul et tout ce que vous voulez. Entre parenthèses, les biais, de façon perverse mais extrêmement efficace, sont à coup sûr augmentés par la société de la transmission instantanée de l'image dans laquelle nous sommes. Je vois le petit signe, oui, pardon, sauf que je n'arrive pas à lire avec mes yeux de cinquantenaire. 3 minutes, c'est bien, impeccable, on est dans les temps, chers amis. Et alors, j'étais en train de vous dire, oui, alors les biais, évidemment, il y a des constructions sociales qui sont extraordinairement fortes. La sociologue Isabelle Régnier, qui a travaillé sur les biais, nous racontait cette expérience. Quand dans des dossiers anonymisés, vous connaissez la pratique, hein, dans un dossier anonymisé, on vous dit que vous embauchez tel ou tel. Le même dossier dans un cas avec un gars qui a un dossier du nom de Virginie et l'autre du nom de Bernard. Et vous mettez les mêmes dossiers et vous voyez que les gens, statistiquement, soit vont embaucher davantage les Bernard que les Virginie, soit, s'il s'agit de négocier le salaire, vont attribuer un salaire plus élevé à Bernard qu'à Virginie, à dossier égal, juste pour des questions de biais culturels. Ça s'applique même si on fait l'expérience dans un laboratoire spécialiste de sociologie et dans un laboratoire où on étudie les biais culturels. C'est vous dire si ces bestioles qu'on appelle les biais, elles sont extraordinairement présentes pour nous. Et le numérique a là cette fonction, cette façon d'imposer à nous toutes sortes d'images en permanence, reproduisant et amplifiant des biais culturels, selon une mécanique très bien décrite avec anticipation dans l'essai de Jacques Ellul, La parole humiliée. Et donc, cette technique ici, en elle-même, ce n'est pas elle qui va nous réduire les biais. Troisième certitude, on a une crise de métiers dans bien des secteurs. On peut discuter de quels métiers vont disparaître ou autres, mais chose de sûre, on manque de professeurs, et en particulier de professeurs de maths, chers amis. On manque d'artisans qualifiés, on manque de soudeurs, on manque de plombiers, que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour les maisons, pour les rénovations. Dans toutes les étapes d'une transition écologique, une qui est rarement abordée, c'est la question métier. Là, aujourd'hui, même si, par exemple, consultez le dernier rapport de l'Office parlementaire scientifique sur l'innovation thermique, même s'il y avait les sous
les aides lisibles, la volonté politique et autres, on ne saurait pas faire les 700 000 rénovations par an qui sont envisagées. Aujourd'hui, on est juste au 10e de ce que demandent tous les plans. On ne saurait pas les faire par manque de personnel capable de les faire. Donc, énorme déficit dans plein de métiers. Ça touche plein, ça touche aussi les coiffeurs, ça touche tout ce que vous voulez. Et quand on fait les exercices en se demandant de quoi on a besoin, quelles compétences on a besoin, les plans et les répartitions qu'on trouve sont souvent très différentes de ce que peuvent être les projections des différents grands cabinets de conseil par rapport à l'évolution des métiers. Le Shift Project, dans leur plan de transformation de l'économie française, est l'un des rares à avoir essayé d'aller jusqu'au bout de la chaîne en se demandant quel métier. Alors, pour une économie décarbonée, pour une économie moins productive, trouve davantage d'emplois. Exemple de ce que vous pouvez avoir une réduction de la production dans bien des domaines et pour autant une augmentation du nombre d'emplois et de la quantité totale travaillée. Et le secteur dans lequel ils estiment que les besoins sont les plus forts pour atteindre un objectif de terre vivable, c'est pas programmeur, c'est agriculteur. Agriculteur, le plus grand poste sur lequel ils identifient des besoins, ils en disent c'est plus 300 ou 400 000, soit quasiment un doublement de la population actuelle, alors que la tendance démographique, c'est exactement l'inverse. Et là, on est évidemment sur une question considérable. Là, le gouvernement, il y a quelques années, voulait nous faire croire que les grandes... C'était il y a 3 ans, je pense, en campagne pré-présidentielle, le gouvernement nous expliquait le futur de l'agriculture, c'est intelligence artificielle, robotisation et édition génomique. Bon, alors, tout ça, c'est respectable, mais il suffit de lire l'IPBES ou les rapports de l'IDRI ou les plans de Solagro ou ce que vous voulez pour comprendre que parmi les déterminants incontournables que vous dit la biologie, il y a la fin des intrants, la fin du pétrole, dans de l'hydrocarbure appliqué à l'agriculture, changement des modes de consommation, c'est juste pas faire d'agriculture durable à consommation constante, revalorisation de la vie des agriculteurs et en aucun cas les 3 ingrédients que je viens de citer vont faire une révolution là-dedans. Alors, dans ce contexte, de quoi on a besoin? Premièrement, à échelle globale, des directions très claires et pour dire c'est pas tant une question de technique. J'ai pas de problème à ce que les gens du GIEC utilisent l'intelligence artificielle. J'ai pas de problème à ce qu'on utilise de l'IA pour faire de la rénovation thermique. Mais prenez par exemple une des entreprises qui ont été décortiquées par les spécialistes ces dernières années, Shein, en matière de prêt-à-porter, l'un des plus grands succès entrepreneuriaux ces dernières années et l'un des plus grands désastres, avec tout ce que vous voulez, sur les questions de droit du travail ou de l'esclavage, 1 minute, ouais. Sur les questions environnementales, sur les questions du consumérisme, tout le pire. Eh bien, l'IA améliore tout par rapport à ça. Enfin, améliore entre guillemets, permet bien plus de consommation, des publicités hyper efficaces, une exploitation des travailleurs plus importante, plus de voyages et tout. Ça booste l'économie dans tous les secteurs de cette entreprise. Et si vous voyez le piège de l'IA, il n'est pas forcément sur les effets directs de l'IA. Il peut être sur le fait qu'il va aider toutes les économies transversalement et d'autant plus les économies les plus riches, donc tous les secteurs, donc y compris tous les secteurs dévastateurs. Dans un monde où globalement le business as usual, comme on dit, l'économie d'aujourd'hui n'est pas soutenable, une croissance de cette économie telle qu'elle est, sans réaffectation des secteurs, est juste insoutenable. Et si ça croît exponentiellement, c'est impossible à battre. Une des grandes leçons des rapports Meadows ou des livres de François Gross, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à battre une exponentielle. Alors, dernière certitude, sur le changement en matière de pratique, on a besoin d'un observatoire et d'une machine à faire d'expérimentation. C'était l'une des recommandations du rapport que j'avais remis en 2018 pour le ministère du Travail, qui pour le coup n'a jamais été pris au sérieux, sauf au moment où Elisabeth Borne est devenue Première ministre, mais qui n'est toujours pas aujourd'hui complètement opérationnelle. Mais on a besoin évidemment de faire des expérimentations, de faire des études du genre de celles que je citais tout à l'heure, de Jarval et compagnie, pour repérer un peu mieux. Et d'autre part, l'échelle du changement, en particulier dans les questions culturelles, la petite échelle est bien plus efficace. Impossible de faire revenir à l'échelle nationale sur la question du biais absurde selon lequel les filles ne sont pas bonnes pour programmer. Mais à l'échelle d'une école, à l'échelle d'une université, il y a des expériences qui montrent qu'en seulement 3-4 ans, on pouvait régler le problème de façon extrêmement solide. Cette petite, toujours comme on dit, on pense global et on agit local. Dernière chose, dans ce contexte, je parlais tout à l'heure d'utopie, dystopie, où on parlait de Graeber et tout ça, sujet majeur, évidemment, c'est la question du sens. Travail, ça a été dit plusieurs fois dans cette journée, c'est pas seulement l'aliénation, c'est aussi faire quelque chose ensemble, faire quelque chose dont on est fier, faire quelque chose qui ait du sens.
Rien n'a aujourd'hui plus de sens que le travail sur le lien social, le travail sur un monde soutenable, le travail sur l'écologie en général. Si au lieu de se concentrer sur la question quel métier du numérique est une question technique, on se concentre sur la question quel secteur de travail pour sauver la planète et la société, c'est-à-dire prendre la question non sous l'angle des moyens mais sous l'angle des finalités, on a des chances de travailler de résoudre ce problème cette question de sens pour le bien non seulement de la planète mais de notre bien à tous, notre santé mentale en particulier. Je vous remercie.